Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle pour la capsule Le Coach. Et donc, je suis accompagné pour cette capsule par le coach Loïc. Salut Loïc. Salut, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es en pleine forme durant Ouais. cet hiver? Ah, nickel, j'ai la Bon. patate. Écoute, si tu as la patate, ça tombe bien, parce que justement, on va parler de ceux qui l'ont, mais ou qui font des erreurs ou qui ne l'ont pas, mais en tout cas, les erreurs les plus fréquentes que l'on peut faire sur l'entraînement en hiver. Déjà, toi, en tant que coach Loïc, est-ce que tu vois, malgré j'allais dire, toutes les possibilités aujourd'hui qu'on a avec le digital d'avoir de l'information sur comment bien s'entraîner, est-ce que tu vois malgré tout des erreurs incroyables sur tes coachés dans les phases d'entraînement? Oui, plein. Mais il y a trop d'informations en fait. Ah, il y a trop d'informations Oui, là, trop, contradictoires, trop tue l'info, la l'information. tox. Ça tue l'information en fait. Bon, trop d'infos tue l'info. Ouais, c'est Alors ça. écoute, moi j'ai fait une petite sélection des erreurs les plus fréquentes pour l'entraînement en hiver. Et donc, je vais te demander de donner ton avis, de les commenter. Et puis après, tu auras probablement des anecdotes à nous donner qui pourront compléter cet épisode. Mais la première erreur, c'est que justement, on est en hiver, on s'entraîne un peu moins longtemps que sur des périodes de l'année un peu plus sympathiques pour aller rouler en extérieur. Et donc, eh bien, on roule trop fort et sur des temps trop courts. Là, tu sais à quoi je pense forcément, c'est l'entraînement en intérieur où tu ne vas pas les faire 3-4 heures. Tu pourrais, hein, mais tu ne vas pas faire 3-4 heures. Tu vas faire 45 minutes, 1h15, 1h30, mais à bloc. Est-ce que tu vas dans mon sens, comme quoi c'est une erreur? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Petite anecdote à mon ami belge qui se reconnaîtra de Bruxelles, qui, je sais plus quoi, faisait une séance light sur Home Trainer. Il aime bien faire des séances light. Puis je regarde la séance et je vois pendant 10 minutes où c'est plus light du tout. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, mais j'étais sous Swift, il y en a un qui m'a doublé, ça m'a pas plu, j'ai voulu redoubler. Donc c'est ça en fait, c'est de sortir de ces zones. Ouais, en fait, si tu as eu une saison intense, longue, de faire ça, c'est contre-productif parce que tu devrais laisser ton corps se reposer. Ouais. Et l'autre cas, c'est j'ai rien fait et je reprends par comme ça, alors qu'il faudrait être progressif. Voilà. Après, il y a l'entre-deux où je me suis reposé et que je veux reprendre, pourquoi pas faire ça, tu vois. Et après, c'est qu'il faut pas faire que ça. C'est-à-dire que si tu fais toutes les séances ça, évidemment, c'est contre-productif parce que ton corps, tu lui laisses pas le temps de s'adapter à tout ça. Et puis surtout, tu fais un sport d'endurance et ce que tu fais ne va pas dans le développement de l'endurance. C'est ça, en fait, le problème. En tout cas, le souci, c'est surtout que c'est une période d'hiver, là où le corps devrait se reposer. On n'a pas besoin de faire de l'intensité en hiver, en tout cas pas... En fait, ça dépend. Parce que, tu vois, par exemple, les gens que j'entraîne qui font de l'ultra, qui ont fini en juillet, tu vois, ils ont fait août, septembre, tranquille, et ils reprennent en octobre. Là, aujourd'hui, à novembre, décembre, ils font de l'intensité. Parce qu'ils en font jamais... Autrement, ils n'ont jamais le temps d'en faire, en fait, puisque plus tu te rapproches des épreuves après de longue distance, plus tu rentres dans le spécifique. Donc tout ça, ça dépend. Ça dépend de si tu as respecté les règles qui sont s'être reposé si j'ai fait une grosse saison et reprendre progressivement si j'ai arrêté depuis longtemps. Tu vois, c'est ça le truc. Mais en fait, et après, c'est l'excès. C'est-à-dire que faire que ça, c'est l'excès, l'erreur aussi. C'est être excessif. Voilà, il faut bien doser au bon moment. Et puis c'est aussi le moment d'expérimenter de nouvelles choses. Tu vois, de faire des courses Swift, des fois, ça fait juste du bien à la tête. Tu vois. L'autre problème, c'est que ça fait plus du bien au corps quand c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Quand il y en a tout le temps. Ouais. Voilà. Et quand tu disais, c'est la période de l'année où justement le corps se repose. Moi, quand tu dis ça, je pense au fait, si le corps se repose, le corps va rouler lentement. Enfin, ta vitesse va être moins importante que quand tu as envie de te challenger, justement. Et est-ce que là, on n'est pas justement dans le fait d'accepter, là c'est plus peut-être le mental, mais d'accepter de rouler lentement? Ouais, si, t'as raison. Ça, c'est un vrai défi pour certains. D'accepter de rouler D'accepter moins d'être vite. plus lent, de plus avoir ces sensations de vitesse. Ouais, c'est parce que ça crée de la monotonie. Et en fait, c'est là où il faut réussir à combattre cette sensation de monotonie. C'est vrai, c'est un vrai sujet. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais partager par rapport à ça? Déjà, moi, j'en avais parlé une fois, c'était de varier les disciplines.
faire un peu de VTT, un peu de gravel, route. Déjà, c'est moins monotone parce que tu changes d'environnement. Et en plus, la concentration nécessaire dans le gravel et surtout dans le VTT fait qu'en fait, le temps passe plus vite. Et après, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi le meilleur moment pour s'enrichir de connaissances. Et donc, c'est là où on peut écouter des podcasts, se servir de ces moments-là. Oui, c'est vrai que tu écoutes un podcast pour aller t'entraîner. C'est sûr que le temps, ton attention va être concentrée, va être attirée, on va dire, parfois sur une voix, une histoire, une anecdote, et tu verras le temps passer beaucoup plus vite. Après, il y a aussi y aller en groupe, avec un gros groupe, où là, tu peux discuter, et donc là, ça peut passer plus vite. Puis, il y a aussi un truc que j'aime bien faire, c'est découvrir les environs. C'est-à-dire, même si on est là depuis 20 ans, il y a plein de fois où on ne connaît pas les routes, et s'engouffrer dans des endroits qu'on ne connaît pas. Tiens, je connais pas cette route, j'y vais. Et ça aussi, ça fait passer le temps plus vite. Voilà. Donc, c'est les 2-3 trucs pour essayer de passer cette monotonie si vous avez du mal à passer le cap de rouler moins vite. Alors, le groupe, des fois, c'est un peu dangereux. Parce que à Bordeaux, il y a un groupe de furieux. Il va le mercredi soir. Il faut bien choisir son groupe. Les mecs, ils sont énervés quand même. Hein. Tu vois, ils sortent du boulot et tac, tac. Et j'espère qu'ils vont m'écouter. C'est tac, tac. Ça me rappelle. Je suis allé une fois, j'ai dit, what the fuck. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, alors déjà, c'est un gros rassemblement. Le soir, c'est le mercredi soir. Donc là, l'hiver, c'est la nuit en plus. Ils sont 100, entre 100 et 200, tu vois. Il y a différents groupes. C'est énorme paquet. Ouais, moi, la première fois que je suis allé, ils commencent à être organisés. Mais au début, c'était pas organisé du tout. Donc là, victime de leur succès. Ouais, et maintenant, c'est organisé, tu vois, il y a différents groupes. Mais le groupe 1, on m'avait invité. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Parce qu'en fait, c'est celui qui va le plus vite. Ouais, tu roules pendant 20 minutes. Je m'étais mis devant en plus, tout ça. Et puis, tu vois, je voulais montrer que j'étais là, quoi, tu vois. Et puis, on arrive à la première bosse et là, j'ai pas compris. Et il y en avait partout. Et la voiture, la circulation, tout ça, t'as intérêt d'atterrir sur le bord de la route. Et c'était assez impressionnant. Et pendant 1h30, c'était au taquet. C'est sûr que si tu fais que ça, là, tu vas droit à des problèmes quand même. Et tu parlais de rompre la monotonie. Est-ce que le fait de travailler ta cadence l'hiver est pas... Enfin, est-ce que l'hiver n'est pas justement une bonne occasion pour retravailler ta cadence? Ça, c'est un bon sujet. Parce que parfois, dans la saison, tu as tendance à terminer la saison, à emmener des gros braquets. Pourquoi tu veux travailler ta cadence? C'est pour emmener un braquet. Pour moi, c'est une question de puissance. Tu vois, la cadence et la force vont t'emmener à avoir une puissance et donc d'avoir de la vitesse. Ouh là là, tu confonds tout là. La force et la cadence, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais qui font ta puissance. Quand on dit tiens, quelqu'un est puissant, c'est un mélange de force et de cadence. Ok. Oui. Donc moi, c'est pas forcément. Travailler ma cadence, pour moi, c'est de me dire. Ça peut être que de la force. C'est se dire, oui, mais de la force sans cadence, t'as pas de puissance. Bien sûr que si. Si t'as beaucoup de force. Oui, mais si t'as pas la cadence, va t'amener la puissance. La cadence, non. On n'a pas le même raisonnement sur ça. Non, mais pour moi, si tu as de la force et que tu es à 40 tours minute, il n'y a aucun intérêt. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je fais exprès. Je fais exprès. Je comprends. Et donc, pour répondre à ta question, c'est que pour mettre de la puissance, pour mettre beaucoup de puissance, il faut à un moment donné savoir mettre de la cadence. Ah bah oui. Sinon, si tu veux mettre 400 watts sur 15 minutes, à un moment donné, si tu es à 60 RPM, c'est pas possible. Tu as raison et tort en même temps. Et en fait, je me rends compte que ça dépend des gens, des profils. Et des profils moteurs. Et en fait, j'ai découvert ça récemment. Je fais des exercices de PMA, donc de puissance maximale aérobie. Tu sais, c'est genre les 30-30, les 30-15, pour les gens qui ne connaissaient pas le mot PMA, où tu fais 30 secondes vite, 15 secondes un peu moins vite, et tu essaies de répéter ça. Ce qui correspond à des hautes intensités. Et je me suis rendu compte qu'il y en a certains, quand tu leur mettais à haute cadence, en fait, c'était hyper dur psychologiquement. Mais au point qu'ils n'avaient même pas envie de s'y engager. Oui, mais je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de tenir une haute cadence. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, si tu leur faisais à basse cadence, figure in the news. C'est la même puissance. C'est la même puissance. Oui, mais tu travailles, je vois ce que tu veux dire. Utilisent... Et en fait, c'est des profils. Et je pense que ça doit la structure du muscle. Ils ont des profils des fibres qui vont plus vers la force, pour faire simple. Un muscle avec une répartition plus vers la force. Et les autres, ils acceptent mieux le stress neuromusculaire créé par la cadence.
que certains. Et à l'inverse, c'est l'inverse. J'en ai un, là je pense à Julien, sur qui tu as fait un ultra talk qui avait gagné l'Arabe et l'Espagne. Ouais, exact. La Race Cross Belgique et la Race Cross Espagne sur le Et qui a 105 fait deuxième à km. Paris. Qui a fait deuxième à Paris et 5e en France. Oui, exact. Qui, lui, tu vois, sur l'exercice de force, il est en croix complet. Et des vélos. Mais en vélocité, il est plus facile. Il arrive plus facilement. Donc il faut Voilà. qu'il travaille ça. Et j'en ai d'autres. Et donc, en fait, tu vois, j'aurais été dans ton sens avant. Et en fait, je me suis aperçu que ça dépendait des gens. Et que ça dépendait de leur profil moteur. Et qu'au final, je me suis essayé plutôt de m'adapter. Et ça dépend ce que tu veux faire. Tu vois, si tu veux, tu vois que la personne elle a besoin de plus de vélocité, plus de haute cadence, parce que dans le pratique de son vélo, c'est nécessaire. Par exemple, un vététiste. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais donc là, il faut le travailler. Mais par exemple, pour quelqu'un qui fait du très long ou qui fait du triathlon sur un Ironman, en fait, la cadence, on s'en fout, en fait. Le but, c'est d'être le plus efficient. Et plus tu te rapproches de ton profil moteur, oui, mais c'est vrai que sur du long, au bout d'un moment, tu es tellement fatigué que la cadence, tu peux pas tenir à 90 tours minutes, c'est très rare. En plus. Mais c'est vrai que je trouve que je vois ce que tu veux dire de tenir une cadence élevée. Alors déjà, je trouve que pour répondre à la question dont tu parlais, ça casse cette monotonie parce que c'est engageant. Donc tu vas te concentrer sur ta cadence et donc tu vas moins voir le temps passer. Et tenir une haute cadence, pour moi, c'est... je pense que si tu n'es pas capable de faire une sortie à plus de 90 tours minutes... alors après, on va rentrer dans le jeu des manivelles. Ça sera un épisode avec JP, mais je suis pas sûr que tu sois en condition physique. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait toute une sortie à 60 tours minutes, 65 tours minutes, est-ce que c'est vraiment une sortie je provoque volontairement, mais est-ce que c'est vraiment un entraînement de faire une sortie à 60 tours minutes? Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Mais 60 tours minutes, enfin, je veux dire... C'est ton conditionnement à ta pratique du vélo depuis que tu es petit qui fait ça. Peut-être. Tout simplement. Mais dans un épisode avec JP, tu en parles de ça d'ailleurs. Oui, mais tu peux le faire. Par rapport au choix du braquet. Oui, bien sûr. Et il te le dit et il te dit que ça dépend d'où tu pars en fait. Oui, ça dépend d'où tu pars. Il a totalement raison. Mais alors là, le nombre de tours par minute n'a rien à voir avec les manivelles, n'a rien à voir avec le braquet. Non, c'est tes sensations. Je parle. C'est que tu t'es construit là-dedans. Oui, c'est les sensations. Mais tu t'es construit là-dedans. Mais à l'entraînement, il change rien que tu sois à 60 ou à 90. Ça change rien en fait. Ouais, moi, je vois pas. Enfin, c'est mon avis personnel, mais n'hésitez pas à nous envoyer des témoignages sur ça. Je vois pas comment tu peux être efficient dans un entraînement à 60 tours minute. Mais pourquoi? Je vois pas comment. Tu comptes pas les jambes à 60 tours minute. Et ça change rien en fait. Physiologiquement. Ton cœur, il fonctionne de la même façon. Il peut consommer le même niveau d'oxygène. Plus tu rentres dans la cadence et plus tu as une cadence... Non, mais parce que toi, tu as mis cadence basse, allure basse. En fait, ça n'a rien à voir. Ah non, tu peux avoir une cadence basse et une vitesse très élevée. Moi, je vais te faire une séance à 50 RPM, tu vas au bout de 45 minutes, tu vas sortir, tu vas marcher en canard pendant 3 jours. Hein. C'est ce que je dis. Donc, c'est pas possible. Il n'est pas efficace l'entraînement. Si tu marches en canard pendant 3 jours, il est efficace l'entraînement. Non. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est efficace parce qu'effectivement, tu as travaillé. Mais ça, tu peux faire du 50 RPM sur une courte durée ou sur 50 minutes, mais sur l'ensemble de la saison, l'objectif, c'est quand même d'avoir une cadence. On voit bien les professionnels aujourd'hui. Mais parce qu'ils font du vélo... Ils lancent leurs jambes, en fait. Ils font du vélo de compétition ou qui nécessitent des hautes intensités sur des courtes périodes. Quand tu attaques, tu es obligé de pendant 4 minutes, à l'opposé, 5 minutes, tu es obligé de mettre un maximum de puissance. Et pour mettre un maximum de puissance, il faut de la cadence. De la vélocité. Mais on parle de haute intensité, de haute puissance à fournir. Oui. Voilà. Mais la majorité des gens qui nous écoutent, et ils ont pas. Ils devraient travailler leur cadence pour pas monter le Ventoux à 40 tours minute. Tu vois et donc souffrir, et donc ne pas marcher pendant 3 jours. Ça, c'est un autre problème, ça. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Il faut de la cadence quand tu fais du vélo. Un minimum, je te dis pas être à 120 tours minute. Parce que là, c'est pas tenable. Il y a 4 jours que tu peux tenir. C'est un autre problème. Mais tu peux pas dire que tu t'entraînes pas si tu es à basse cadence. C'est différent. Mais que pour monter un col, il faut une certaine cadence pour éviter de la contrainte musculaire. Si tu es en dessous de 60, tu es en grande difficulté. Ça dépend des profils. Il y en a, c'est pas comme ça. Je vais t'en présenter, c'est pas comme ça. Mais on va dire dans la majorité des cas, c'est comme ça. Oui, ok, d'accord, pour économiser sur la dépense énergétique du fait de la contraction musculaire. Ouais. Ok, très bien. Mais c'est pas systématique. Et à l'inverse, tu vas demander à quelqu'un de mettre que 75 ou 80 RPM alors que c'est pas son profil moteur dans le Ventoux, il tiendra pas en fait et il s'épuisera plus vite, tu vois.
Allez, on a besoin de vos avis, mais on va faire un Mais ça épisode. dépend des gens. On va faire un épisode Mais sur la cadence. moi, je veux que les gens commentent et on fait l'équipe, la Haute team. cadence. La et team, basse cadence. moi je suis force, j'appuie sur les pédales comme un âne, et la team, je suis Soquette légère. une soquette légère, telle une ballerine. tu On vois. va faire ça. Voilà. On va faire ça. Voilà. Moi, Deuxième moi, erreur. je suis la team, j'appuie sur les pédales. Ah non, moi je suis la team N'oublie soquette pas, hein, légère. la première année, j'ai fait la RAF avec un 39-28. Voilà. Brut. La deuxième erreur. Alors ça, c'est l'entraînement. Oui, c'est dans l'entraînement, mais on constate et on le voit quand tu vas rouler. Tu vois, je trouve que c'est dans l'équipement. C'est une erreur que se constate l'hiver dans l'entraînement. C'est que soit les gens sont, c'est souvent ça d'ailleurs, hein, plus que pas trop habillés, mais sont trop habillés. Et donc, ils étouffent sur leurs vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Ça respire pas. Ça respire pas. Ça, c'est marrant parce que j'ai été roulé Je trouve que c'est une erreur que font les cyclistes. la semaine dernière et j'ai réfléchi à ça sur mon vélo. Et en fait, je réfléchissais parce qu'en fait, donc j'entraîne des gens qui sont dans le monde entier. Et en ce moment, il y avait le sud et le nord. Il y avait le nord, Lille, autour de Bruxelles, Liévin, et, enfin, tu vois, la région des Flandres en Belgique, où là, ils commencent à ramasser, tu vois. Oui, là, ils y sont. Et puis, il y avait les mecs à Cannes, Nice, Mandelieu. Tu peux même pas comparer, là. Oui, où je pense à Seb, où il faisait 5 degrés et qui faisait des vidéos en disant c'est horrible, il fait froid. Les autres, ils étaient en train de rouler sous la neige avec le mélange pluie-neige à -1. Voilà. Donc, en fait, déjà, tu vois, il y a un contraste. Donc, je réfléchissais au fait que tu t'adaptes très vite à ton environnement, en fait, tu vois. Et en fait, il y a des gens que je connais qui étaient du nord et qui sont passés au sud et qui aujourd'hui vont rouler sur la côte à Mandelieu à 13 degrés parce que s'ils vont dans les terres et qu'il fait Ils vont 7, avoir froid. ils sont congelés, tu vois, alors qu'ils habitaient dans le nord. Voilà. Puis j'ai l'inverse, des gens qui étaient dans le sud qui sont montés au nord et qui maintenant vont rouler à 0 degré parce qu'ils sont adaptés à ce truc, à ces conditions-là. Donc en fait, oui, déjà, il y a ce phénomène-là qui est assez étonnant à voir. C'est que la façon dont on s'adapte assez vite à l'environnement l'environnement naturel dans lequel on évolue. Et après, ouais, est-ce qu'on s'habille trop? Eh bien, écoute, je pense que c'est un problème de sudiste, ça. Hein. Parce que, en fait, quand tu es en Belgique et qu'il pleut et qu'il fait 3 degrés, tu peux pas t'habiller trop, en fait. Tu crois pas? Je pense qu'il y a... moi, quand je pars m'entraîner, je regarde la température. En fonction de la température, je sais combien de couches je vais mettre, en fait. Ouais. Une première couche, une deuxième couche, une capsule, éventuellement, ce que j'appelle la capsule, moi. C'est la veste que tu vas venir rajouter sur ton équipement qui va garder la chaleur. Et aujourd'hui, tu as des matières où tu poses ta veste, ça tient dans une main, tu la mets dans ta poche, terminé. Et moi, ce que je constate, c'est que je vois beaucoup de personnes qui vont rouler, qui ont le tour de cou, le bonnet, les gants, qui ont du long. Et moi, j'ai juste les manches longues, mais je suis en cours. Il fait 10 degrés, quoi. Et il fait 10 degrés. Donc, moi aussi, je les croise comme ça. Alors après, il y a la question du cuissard long, cuissard court. Bon, après, chacun sa règle. Moi, je dis qu'en dessous de 13-15 degrés, bon, je vais être en long. Puis encore maintenant, il faut vraiment que ça tombe en dessous de 10 pour que je sois en long. Mais après, je dirais qu'au-dessus de 15 degrés, j'ai des manches courtes. Entre 10 et 15, je mets une manche longue. Et c'est surtout les débuts d'entraînement. Moi, j'aime effectivement bien avoir une veste que j'enlève très rapidement. Mais toi aussi, tu as remarqué qu'au début, tu pars, tu as froid. Et puis au bout de 10 tu minutes, réchauffes tu as tout de trop suite. chaud et tu Mets le corps en pareil. mouvement. Ça Tu me saoule, ça. Ah oui, mais tu mets le corps en mouvement. T'es donc, là, tu te dis, il fait comme ça, je vais m'habiller comme ça. Et puis au bout de 10 minutes, tu es obligé d'enlever le truc. Ouais, mais ça fait partie. Après, soit tu te dis, j'aurai froid les 10 premières minutes et tu pars. Tu sais que tu auras froid, mais tu te réchauffes vite. Voilà. Soit tu as un peu de place, tu le mets dans ton dos et ça part comme ça. Mais je est-ce trouve qu'il y en a que qui s'habillent trop? Je sais pas. Parce que tu peux enlever si c'est trop, tu vois. Ah oui, mais alors c'est beaucoup plus rare que je croise des gens qui ne soient pas suffisamment habillés. C'est-à-dire là, auquel cas, toi, tu as ta veste et des mecs qui sont en cours et il fait les VTTistes, 8 degrés, c'est souvent comme ça. Que l'inverse, où les gens ils ont sont tellement beaucoup l'habitude, trop habillés et donc ne respirent pas sur leurs vêtements, le cœur monte. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une erreur que je peux constater en hiver. Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'écoutent pas quand ils ont trop chaud, ils se découvrent pas. Mais c'est trop tard, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de poche pour mettre tout ce qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? S'ils enlèvent tout ce qu'ils ont, ils ont plus. C'est pas possible parce que c'est des grosses vestes. Tu vois. Et c'est peut-être une question de génération parce que j'allais te dire que c'est une question. Le textile a quand même vachement évolué aujourd'hui. Franchement, avec 2 couches. Partir avec du textile qui est quand même. Moi, tu vois, à Bordeaux, avec 2 couches, tu fais l'année presque. Mais J'ai toujours pas sorti la thermique, moi. Ouais, mais ceux qui habitent
là-haut et là, ouais, tes là, coachés qui sont là, en il Wallonie ou en Flandre, là, je il peux te ramasse. dire que... il m'envoie des photos, moi je leur envoie des photos du soleil et il pleure. Hein. Bah oui, Je vois c'est les pas la même pleurs, histoire. je vois les larmes tomber du téléphone. Hein. La troisième erreur que je constate, c'est une question technique. Et là, tu vois, dans ma préparation, je parle de la cadence. Et j'ai des arguments pour toi. J'ai des arguments pour Vas-y. toi. Parce qu'une basse cadence, tu surcharges tes genoux. Non, mais si t'es pas habitué. Loïc, Bah, si t'es pas habitué. à 40 tours Si minute, c'est pas ta préférence motrice. Bah non, c'est pas Bon. vrai. Si c'est quelqu'un qui est. n'hésitez pas à nous envoyer des Ah ouais, messages. la team là, il faut vous affronter là. Moi, La je team, suis- la team Bracasse. Ah non, mais la team Bracasse là, les gars, allez. On va lui montrer qu'il Une, a tort. une faible cadence, c'est une technique de pédalage moins qualitative. Le mouvement, Mais ce que je t'ai dit, le mouvement de ta cheville. ça dépend du profil moteur de la personne. Tu vois, comprends ce que c'est dire le profil moteur Explique-nous. En fait, notre cerveau a une architecture particulière. Et à travers cette architecture, il nous prédispose à des actions motrices inconscientes. D'accord ? Par exemple, quand on marche, est-ce qu'on va marcher en engageant le haut du corps en premier ou le bas du corps ? Tu vois, c'est des préférences motrices qui nous sont propres. Donc il y en a plein de comme ça. Et en vélo, finalement, tu t'aperçois qu'une préférence motrice simple, c'est certains qui sont plus à l'aise à basse cadence qu'à haute cadence. Et qu'en fait, tu as beau faire ce que tu veux, si tu vas les amener à l'opposé de ce qu'ils ont comme préférence, ça va pas en fait, tu vois. Ils se sentent pas bien, ils progressent pas, et voilà. Et donc c'est juste un constat. Il n'y a pas de recherche sur ça, je pense pas. Mais c'est un constat. C'est en course à pied, il y a plein de recherches sur ça. On s'est aperçu de la même chose sur d'autres aspects de moteur. Et donc moi je te le dis, si c'est quelqu'un qui est prédisposé à ça, tu pourras faire ce que tu veux. De toute façon, il mettra pas tes 100 RPM. Et il y arrivera pas, en fait. Déjà, et à un moment donné, tu auras... Il travaille, non, mais je te il le va dis, y arriver. à un moment donné, il en aura tellement marre qu'il t'a dira, bah, vas-y, dégage, j'en ai marre. Moi, je Garde suis tes- dans la garde tes team trucs. cadence. Ouais, c'est bien. Team cadence, tu vois. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais elle impose pas à tout le monde. Ça devient une secte, ton truc, là. Et c'est vrai, quand je roule, je sais à quel moment mes jambes se lancent et je vais pouvoir supporter un braquet ou un pourcentage parce que je suis dans la bonne cadence. Parfait. Donc, Moi, je sais quand je suis à 70, c'est là où je suis le mieux, tu vois. Les Ah, mains c'est en bas énorme. et je peux envoyer. on va travailler sur ça, on va creuser ça. Ensuite, il y avait une erreur également que j'ai remarquée, c'était... alors, je reste toujours dans cette fameuse technique de pédalage. J'ai vu ça, mais il y a plusieurs années, c'était en Italie, mais tu dois connaître forcément ce pédalier qui se décroche pour que tu ne travailles qu'une seule jambe. Tu vois, en fait, c'est dans l'axe de pédalier, ça Oui, porte un oui, nom, oui. je crois. Tu m'en avais parlé une fois. Ça porte un nom et en fait, ben, tu peux, avec un mouvement de cheville, tu déclipses une manivelle. Et donc, il y a une manivelle donc, qui est libre, on va dire, qui n'est plus associée à l'axe. Et donc, tu ne peux pédaler qu'avec une seule jambe. Donc, tu peux faire 10 tours, 20 tours, 30 tours d'une jambe. Tu arrêtes et tu reprends avec l'autre. Déjà, ça te permet de voir laquelle est la plus puissante ou lequel de tes deux jambes t'es le plus à l'aise dans ta technique. Et ça permet de le travailler. Ça, c'est un conseil que je pourrais donner pour ceux qui veulent retrouver une bonne cadence de pédalage. Mais est-ce que tu connais cette technique ? Oui, mais tu sais que... Et t'en penses quoi ? Mais ça sert à rien. Voilà. Donc, merci Loïc. C'était le coach Loïc. Non, mais tu me dis, en plus, ça met des contraintes de faire de la force sur le genou et t'es en train de me dire qu'il faut pédaler à une jambe. Non, oui, pour travailler ta cadence Et et tu ta mets des technique. contraintes aussi que sur un genou. Non, du coup. mais tu mets pas une contrainte d'une heure. Tu fais ça sur un Ouais, exercice j'ai de compris. quelques minutes Non, qui bah, va te permettre moi, de travailler. objectivement, tu et vois. ça, je m'appuie sur des papiers. Aujourd'hui, c'est montré que ça permettait pas d'améliorer la technique de pédalage. D'ailleurs, je pense que tu l'as pas revu ce phénomène, ce système. En France, en tout cas, non, j'ai jamais vu. Et Non. je pense pas. Je l'ai je vu pense en pas que Italie, il y a plus. Ouais, c'était il y a très longtemps. Bon, s'il y en a Mais qui, en France, je l'ai l'ont jamais ou vu. qui ont des vidéos sur des gens qui l'utilisent, je veux bien le voir. Ouais. Aujourd'hui, Mais tu peux retrouver facilement. Hein. C'est Pour un pédalier améliorer- qui se- pour ouais. améliorer sa technique, il y a qu'une chose à faire, c'est pédaler. D'accord ? Il n'y a pas de je vais Sur pédaler deux à jambes. une jambe. Oui, bah, sur deux jambes. Deuxième point, parce que c'est important aussi que je relève ce que j'ai entendu, ça sert à rien de chercher à la symétrie. Ça n'existe pas dans la nature, la symétrie. On n'appuie pas de la même façon avec les deux jambes, en fait. Ça, Il je faut suis juste d'accord. l'accepter, en fait. Ouais. Tu vois. C'est un Mais 50-50. aujourd'hui, tu as des
t'as des compteurs, des Oui, capteurs. qui regarde l'équilibre. Si tu as des capteurs de puissance, notamment je pense à des pédales, on va pas citer les marques, mais tu as des pédales qui captent la puissance et qui, à la fin de ton entraînement, te C'est disent ça. 48-52. Voilà, si Voilà. tu es à 48-52 et qu'un jour lendemain tu passes à 40-60, là tu t'inquiètes. Ah bah oui, Voilà. là. Mais si tu es à 47-53, Ouais, c'est ouais. comme ça. En Ouais, fait, ouais, ça, tu je vois. suis OK. Ouais. Voilà, faut se détendre en fait et il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est parce que vous êtes à 40 tours minute. Et après, il y a et après le dernier point que je voulais dire, tu m'as perdu, voilà, tu as gagné. Non, c'était par rapport au travail sur un pied, donc ça amène rien. Alors, d'expérience. Même pas Et une ça, compensation, un rééquilibrage, on va non, dire. par contre, de prendre conscience qu'il y a différentes phases de pédalage, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu pousses, T'appuies, tu un moment tires, où il y a tu un temps remontes, mort, et ouais. un moment où tu tires, et un autre temps mort. Tu vois, de prendre conscience ça. Comment tu le travailles, ça, alors Alors Par contre, tu peux le travailler à faible cadence. Ça, je suis exactement. d'accord. Ouais. Et là, je fais garder les deux pieds, mais par contre, j'essaie de déséquilibrer sur les deux pieds pour se rendre compte sur le pied fort, parce que c'est celui où tu as le plus vite conscience, les différentes phases. Tu vois, tu fais alterner pied fort, pied faible. Est-ce que ça a une vraie efficacité sur quelqu'un qui fait du vélo depuis très longtemps ? Aucun. Pour quelqu'un qui débute, ça lui permet de prendre conscience. C'est dur, hein. Mais je veux dire, faut quand même. Alors après, Tu vois, ça devient. tu vois, le coup de pédale. Oui. On dit coup de pédale. Oui. Toi, tu t'adores ça, cette notion de coup de pédale, Ouais. puisque Oui, parce que t'es la team cadence. Non, bah oui, non, mais c'est une efficacité. Et quand tu le maîtrises parfaitement, tu gagnes en. Sauf que tu t'es bien rendu compte que le coup de pédale sur le plat n'était pas le même en montée. Ah non, pas du tout, oui. Voilà. Tu vois, de prendre confiance de ça, Ah, oui, c'est pas c'est le même. hyper important en fait, Ouais. parce qu'en fait, c'est ton fondamental coup de de se rendre pédale n'est pas compte le même. ouais, que en fonction des phases de pédalage, tu n'apportes pas les mêmes par exemple même en sur la contre-la-montre. phase de retour, Ah oui. quand ça monte, tu peux gratter tu plus. peux être un peu plus efficace sur ton économe, en utilisant plus d'énergie à ce moment-là que sur le plat où au final tu t'aperçois que ça sert à pas Oui. grand-chose. Oui, mais même en contre-la-montre, le coup de pédale ne sera pas le même et tu vas beaucoup plus travailler Exactement. sur ton muscle, le muscle du haut de la cuisse que sur d'autres muscles. Donc ça, je te rejoins parfaitement. Et c'est vrai qu'il faut profiter de l'hiver pour justement travailler ton coup de pédale. Et là, je te rejoins à basse intensité. Ça te permet en tout cas de te concentrer sur ton coup de pédale et de te dire, OK, j'appuie de ma jambe droite, mais je dois tirer de ma jambe... Enfin, il y a aussi cette notion de synchronisation dans ton coup de pédale. Oui. Et ça se travaille à faible intensité et ça se travaille l'hiver. Et donc, on est parfaitement d'accord, Loïc, sur la faible cadence et le travail nécessaire pour cela. J'ai une erreur également que j'ai remarquée, surtout l'hiver, c'est justement d'abuser du home trainer et donc de sortir de ta zone 2 notamment et de faire que de l'intensité. Donc ça, j'imagine que des exemples comme ça, tu en as plein. J'ai été le premier d'ailleurs. Les gens qui nous écoutent le savent bien. J'ai fait cette erreur à un moment donné de dire à Loïc, putain, je suis trop content, je suis en pleine forme, je fais que de l'intensité. Il m'a dit, c'est génial, tu fais une très belle connerie. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça ? Est-ce que toi aussi, tu constates chez tes... Alors, tu vas me dire, chez tes coachés, non, parce que justement, tu les coaches, mais quand tu écoutes ce qui se dit, ce qui se raconte sur les réseaux ou dans ton entourage quand tu vas rouler, est-ce que tu constates effectivement que c'est une erreur dans laquelle on tombe très souvent ? Quand on est équipé à la maison, de vouloir faire de l'intensité, de négliger les séances de foncier. Oui, c'est complètement ça. Il faut voilà, ne pas oublier que la base de l'endurance, c'est cette fameuse zone 2 dont on a parlé sur un épisode et qu'il faut majoritairement y développer les adaptations afin d'améliorer nos capacités naturelles, génétiques d'endurance, et que l'intensité est utile, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu les épices que tu mets sur ton plat, quoi. C'est ces petits épices qui font la différence, mais si tu les surdoses pas trop. Autrement, c'est dégueulasse. Non, mais c'est bien, tu l'as bien imagé. Une erreur également, c'est de... Alors, je sais pas, du coup, c'est une erreur, c'est que avant, la période dans laquelle on appelait ça la coupure hivernale. Et personne roulait. Parce qu'il faisait peut-être plus froid qu'aujourd'hui, tout dépend des régions, mais de manière générale. On n'avait pas les équipements d'intérieur, et donc on faisait de vraies coupures. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui coupent, qui arrêtent vraiment un entraînement, on va dire, tu vois, qui arrêtent de s'entraîner.
est-ce que c'est une erreur? Alors, est-ce que c'est une erreur de continuer à rouler en hiver ou est-ce que c'est une erreur de couper? Aujourd'hui, dans les années dans lesquelles on est, c'est-à-dire, tu pourrais t'entraîner. Si tu habites dans le centre de la France aujourd'hui, tu peux t'entraîner 365 jours. Avant, il fallait composer avec la météo extérieure. Et quand il y avait 30 cm de neige ou qu'il faisait moins 15, c'était plus compliqué. Selon toi, qu'est-ce qui est une erreur? De couper ou de continuer à s'entraîner comme si c'était une pleine saison? Toi, tu t'es arrêté combien de temps? Avant? Ouais. Ah bah avant, moi je me souviens, les dernières courses, c'était début octobre avec des gentlemen, avec des chronos donc très intensifs. Et après, tu coupais de un mois, je dirais 3 semaines, un mois. Alors pour ceux qui font pas de sport, ils peuvent se dire, non mais attends, le mec, il arrête 3 semaines, il pense qu'il perd tout. Bah oui, quand tu es à haut Et niveau... quand tu reprenais, ça faisait quoi? Ah ben, tu siffles. Moi, j'ai d'asthme à l'effort, donc autant te dire que je sifflais de partout. Alors c'est marrant parce qu'en arrivant ici, j'ai écouté un podcast après quelques heures de route. Mais ça fait tellement du bien à la tête d'arrêter. Ouais. Ah Alors, oui. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que avant que l'espèce du singe se différencie vers la première, vers Australopithèque. J'adore revenir sur ces trucs-là. C'est un podcast de sport. Coach Mais Loïc. écoute, c'est important. À ce moment-là, la composition des fibres musculaires, donc de cette espèce animale qui était plus proche du singe, était composée majoritairement de fibres explosives. En gros, hein, ils te foutaient une tarte, tu faisais un 360 degrés dans ton slip et tu comprenais rien. Et qu'en fait, l'évolution nous a amenés vers l'endurance. D'accord ? Mais cet héritage génétique fait qu'on s'est rendu compte que quand tu fais un sport d'endurance et que tu t'arrêtes pendant une longue période, tu retrouves naturellement cet aspect d'explosivité. C'est-à-dire que les fibres d'endurance se transforment vers les fibres qu'on appelle 2X, vers les fibres explosives. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça passionnant. Tu vois, et ce qui explique ta sensation quand tu reprends le vélo d'être à la rue Bah oui. et d'avoir l'impression de recommencer à zéro. Voilà. Et en fait, ça s'explique comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que la coupure, elle est nécessaire pour reposer un organisme qui a été fortement épuisé, pour reposer un esprit qui a été fortement sollicité, mais tout en prenant en compte que plus c'est long, plus tu vas perdre tes prédispositions à l'endurance et que donc, il faudra y aller progressivement. Et donc, la reprise, tu sais, tu connais, si tu as fait du haut niveau, la reprise par des stages alors que tu sors de 3 semaines d'arrêt, je pense que c'est la pire connerie qui existe au monde parce qu'en fait, il n'y a pas de progressivité. Il n'y a pas de progressivité, tu te retrouves à faire 20 heures dans la semaine alors que tu faisais rien il y a une semaine et que ça crée des problèmes à long terme. Voilà. C'est vrai que les coupures, on entend des professionnels qui nous disent j'ai coupé une semaine, on se dit une semaine, 7 jours, t'as coupé 7 jours, ça change quoi? T'as la même forme, tu vois ce que je veux dire? Pour eux, c'est beaucoup parce qu'effectivement, ils font énormément de vélo. Mais tu vois que tu coupes 7 jours parce que 7 jours, 15 jours, et que tu vois, c'est différent que si tu coupes 3 semaines, un mois. Mais si tu le fais 3 semaines, un mois, c'est parce que tu en as besoin. C'est-à-dire que tu ressens le besoin. C'est-à-dire que là, tu n'as plus envie, quoi. Tu as envie de rien faire. Et qu'au bout d'un mois, tu reprends, n'oublie pas une chose. Ça fait un mois que tu t'es arrêté. Oui. Tu ne peux pas reprendre dans les mêmes conditions. Souvent, on a les sensations on a les sensations quand on reprend des braquets avec lesquels on a arrêté qu'on ne peut pas emmener quand on s'arrête 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. On ne pourra pas. C'est pour les gens qui ne font pas de sport et qui écoutent ce podcast, c'est peut-être difficile à comprendre, mais quand on emmène un braquet, qui est le choix de notre transmission sur le vélo, 3 semaines, un mois et demi après, on a perdu et on ne peut plus emmener ce braquet dans les mêmes conditions, en tout cas de manière aussi longue qu'avant. Tu vois, j'écoutais un podcast avec Mathieu Blanchard, qui est un ultra-trailer français, qui expliquait que lui, après une coupure, il reprenait très doucement la course à pied. C'est quand même quelqu'un qui est capable de courir pendant 20 heures qui court 20 heures, 24 heures d'affilée sans s'arrêter. Et qui fait un marathon en un temps, je pense que c'est pas un 2,30 ou 2,20. C'est pas 22-25 ? Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. Et il disait que lui, il reprenait doucement. Tu vois, il reprenait par des petits cycles course-marche. En fait, c'est logique parce qu'en fait, tu sais que si tu cours 10 minutes à une cadence de 180 pas par minute, c'est comme si tu mettais 1800 sauts
d'affilée, donc 900 sauts à une jambe. Donc en fait, oui, c'est logique. Si tu arrêtes pendant un mois et demi, quand tu reprends, tu te mets pas à refaire 2000 sauts sur une jambe, en fait. C'est logique. Voilà. Effectivement. Donc en fait, et bien, le vélo, c'est un peu pareil. Alors c'est moins traumatisant pour les muscles et les tendons, mais pour le cœur et tous les organes qui fonctionnent à l'endurance et tes muscles, c'est aussi nécessaire d'y aller progressivement. Peut-être avec un peu moins de progressivité, mais d'y aller progressivement. Une autre erreur que je peux constater l'hiver chez les cyclistes, c'est justement de mal gérer l'alimentation à ce moment-là. C'est-à-dire que beaucoup de cyclistes, hommes et femmes, arrivent dans une période hivernale où on a moins de compétition, on s'entraîne moins, sans être compétiteur ou compétitrice, mais il n'y a pas d'objectif. Donc l'hiver, on roulotte, on va dire, on roule, on se maintient en forme, mais on ne respecte plus son hygiène alimentaire et on va dans des excès. Quel est ton avis sur ça? Alors là, il y a deux trucs. Il y a la team full excès. Alors là, je peux rien faire pour vous, les gars. C'est mort. De toute façon, voilà, c'est full excès, tu vois. C'est relâchement alcool, tartiflette, pas tartiflette, raclette, raclette tartiflette, machin, tous les 2 jours, soirée, me coucher à 4h du matin. Là, c'est dur. Là, la reprise va être difficile. Là, désolé. Tant pis pour vous. Puis il y a la team, j'ai conscience que, mais je sais pas trop comment faire, tu vois. Alors, il faut juste prendre conscience que... Excuse-moi, je te coupe, mais ceux qui font la partie de la première team, la reprise va être très douloureuse parce que ça n'existe plus. Ça, c'était les arrêts et les coupures dont tu parles, c'était il y a 30 ans. Ouais. Ça, c'est fini, ça. Oh, bah j'en connais. Oui, mais peut-être que tu en connais, mais ces gens-là, ça va être très difficile. Ah ouais, mais des fois, ils reprennent jamais. Oui, je peux les comprendre. Et après, il y a l'autre type, et ben, du coup, vous avez pris conscience que, et vous savez pas trop comment faire. À comprendre déjà, les points, c'est que vous faites moins d'activité physique, donc vous dépensez moins de calories. Donc forcément, vous avez besoin de consommer moins de calories au niveau alimentaire. Répartir différemment. Ne pas oublier que les glucides, ça se mérite. C'est-à-dire que si vous mangez des glucides, c'est pour une activité physique. Autrement, vous n'en avez pas besoin. Et surtout, plus vous vieillissez, moins vous en avez besoin au quotidien. Le plus simple, c'est de se dire que le plus important, le moment de la journée où il est le plus important d'en manger, c'est le soir pour améliorer sa qualité du sommeil quand on ne fait pas d'activité physique. Ça, c'est important. Par contre, il faut déculpabiliser. Tu vois, si tu vas manger une raclette parce que tu es des amis et que derrière, pendant 3 jours, tu vas rien manger parce que tu veux compenser, c'est une connerie. Oui, tu vois, le corps, il s'est régulé tout seul. Il faut réapprendre à avoir faim et voilà. Et par contre, de ne rien faire, à moins d'être déprimé à fond ou d'être blessé, il n'y a aucune raison de ne rien faire. Tu vois, tu peux aller, y a des nouvelles, tu peux découvrir de nouvelles disciplines. Tu peux aller courir, bon, ça, il y a plein qui font. Poulidor l'hiver, il coupait du bois. Enfin, tu vois, il y a d'autres façons de faire de la dépense énergétique. Mais Loïc, t'es dans quelle génération, la Poulidor, quoi? Oui, c'est la réalité, tu vois. Attends, mais ils étaient pragmatiques. Lui, il allait couper du bois. Il y en a certains qui vont, tu vois, ça c'est marrant, mais il y en a d'autres aujourd'hui, ils font de l'Irox, tu vois. Ouais, ils font du trail. Poulidor, lui, coupait du bois. Ouais. Irox, couper du bois. C'est quoi la différence? Alors, t'as déjà coupé du bois? Ouais, j'ai déjà coupé du bois. J'ai jamais fait d'Irox, mais j'ai déjà coupé du bois. Mais je dirais que moi, j'observe en fait. Tu vois, j'observe. Et l'année passée, je vais pas citer de nom parce que je respecte ces coureurs-là. C'est des personnes qui font des grandes performances sur des grands tours. Mais on est au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Après, je pense que c'est culturel et tu as des coureurs qui gagnent des grands tours qui, fin novembre, début décembre, sont déjà en stage, tu vois. Ils s'entraînent déjà, ils préparent la saison. Et puis, tu as des coureurs français qui, malgré tout, font des performances sur des grands tours, mais qui, eux, font d'autres sports. Alors, je peux comprendre qu'il soit nécessaire parfois de serrer l'esprit et de faire autre chose, mais quand on est professionnel et qu'on a envie d'être performant et de gagner un grand tour, je pense que fin novembre, début décembre, tu dois pas être en train d'essayer un autre sport, en fait. Moi, je sais pas, pourquoi pas. Après, peut-être que c'est une question de rigidité d'esprit, mais moi, je pense que tu dois commencer à mettre en route, tu dois faire ton volume, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est culturel. Je pense que c'est... Voilà, on n'a peut-être pas, nous, en France, cette rigueur que peuvent avoir d'autres coureurs sur la préparation, mais voilà, dans le fait de serrer l'esprit, moi j'observe, alors je n'ai pas
aucune prétention et je sais pas les qualités que ces coureurs-là peuvent avoir, mais puis après, tu as les résultats qui sont là. Puis ceux qui fin novembre, début Après, décembre, la étaient question, déjà en c'est de savoir stage, si c'est un sport d'endurance ou pas d'endurance. gagnent. Et Tu vois, ceux qui Kylian faisaient Jornet, un trail, Kylian Jornet, de novembre à, je sais pas, à février-mars, il court plus. Il fait que du ski. Mais t'as l'impression qu'il est moins fort que les autres. Et il y en a plein, hein, des mecs qui font ça. Oui, mais Mais parce ça que reste un sport d'endurance. Voilà. Alors, est-ce que, par contre, de passer d'un sport de force à un sport d'endurance, oui, en effet, là, je pense que c'est une erreur. Ouais. Bah, Ouais, parce qu'en fait, tu crées des adaptations qui vont à l'inverse de ce que tu as besoin. Et je du sais coup, pas, on sait très bien que dans un sens, ça va plus vite que dans l'autre. En fait, tu peux te retrouver dans la même situation que si tu avais coupé, en fait, tu vois. Bah oui. Enfin, Voilà. voilà, c'était juste une remarque. Mais on parlait de repas, d'alimentation et de certains partaient dans les excès, mais il y a aussi les excès juste avant d'aller rouler. Avec l'épisode sur l'alimentation, on parlait justement comment s'alimenter avant d'aller rouler. Bah, certains, dans cette période hivernale, peuvent se dire oh, attends, c'est bon, tiens là. Je vais me faire un bon petit repas le midi, j'irai rouler à 14h. T'as pas digéré, tu vas rouler, tu peux plus respirer. Ton entraînement, il est dégueulasse. Et je trouve que l'hiver, il y a certains qui ont tendance à faire ce type d'erreur-là ou à négliger l'après. Et donc, de sortir de cette phase-là, finalement, avec un peu un handicap comparativement à une personne qui a passé un hiver pas forcément intense, mais sans avoir fait ces petits excès-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Est-ce que toi, tu as d'autres erreurs que tu as pu observer ? On en a parlé déjà, de ne pas manger pendant l'effort. Ça, c'est une erreur. Mais qu'on c'est peut l'hiver, rencontrer. tu constates que l'hiver, il y a des coureurs qui se disent bon. Si l'hiver, c'est tu pas commences grave. pas à faire. Bah oui, mais c'est une erreur, tu vois. Non, mais oui, mais c'est une Voilà, erreur. Mais voilà. toi, c'est l'hiver où tu constates Vouloir perdre du poids l'hiver. C'est magnifique, ça. C'est-à-dire qu'il y en a plein et c'est ça. C'est-à-dire que il se dit je profite de l'hiver pour il faut que je perde du poids pour le début de la saison. Donc c'est l'hiver que tu le fais. Tu vois. Mais ça, c'est magnifique, ça. Parce que c'est anti-physiologique. Ah, puis tu vas vers un. Parce que pourquoi l'hiver, on a plus de gras ? Pourquoi ? Parce qu'il fait plus froid. Parce qu'il fait plus froid, oui. Et donc bien on sûr, a bien besoin sûr. plus de gras pour maintenir notre charge. Donc en fait, c'est le pire moment pour maigrir. Tu vois ? Tu vas générer de la fatigue, en fait, tout de suite. Exactement. Et tu le paieras 3 ou 4 mois, 5 mois après. Tu vois ? Ouais. Voilà. Ça, c'est une belle erreur que j'ai pu rencontrer. Et il y a une erreur également, c'est qu'on pense que c'est l'hiver et donc on ne peut pas forcément se préparer, on peut se relâcher. Donc on parlait de faire d'autres sports. Moi, je pense à la prépa physique. C'est-à-dire le renforcement musculaire, sa sangle abdominale. C'est bien, ça compense. Alors, je pense qu'il faut le combiner. Tu vois, faut pas switcher de l'un à l'autre. Il faut le combiner. Mais c'est bien, c'est ludique, ça change. Il faut faire un peu moins de vélo et rajouter un peu plus de renfort. Voilà, mais par contre, à un moment donné où tu vas t'y mettre, il faudra accepter de mettre ça de côté et pas croire que ça va compenser le vélo. Ça compensera jamais le vélo. Non, bien sûr. Mais par contre, c'est dans cette phase hivernale qu'il faut le faire. Oui, et puis ça crée du nouveau stress. Il faut créer des nouveaux stress. Si vous faites tous les ans la même chose, tout le temps, en fait, il se passera plus rien au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu penses de la musculation, toi, Loïc ? Moi, je pense que c'est ludique, utile, surtout à partir de 35 ans, 35-40 ans, pour stimuler le métabolisme, surtout quand tu fais de l'endurance où on le stimule que dans un versant. Mais il faut toujours le combiner pour garder les adaptations qu'on a essayé de créer et pas renverser les choses. Et moi, j'aime bien l'Irox. Je trouve que c'est un bon combiné, parce que ça demande endurance. Par rapport au CrossFit, tu penses que c'est différent ? C'est mieux. Oui, parce qu'il y a un pendant endurance qui est plus Oui, il y a important. beaucoup plus de courses à pied. Voilà, et je trouve que c'est une bonne expérience, tu vois. Là, j'entraîne je sais pas comment on appelle ça, des athlètes d'Irox, et je trouve que c'est un sport qui est complet. Ouais, qui se complète bien au vélo, en tout cas. Et quand je te parlais de la musculation, c'est est-ce que tu penses que, alors, comme le CrossFit ou comme Irox, est-ce que ça peut se poursuivre tout au long de l'année ou est-ce que tu peux faire ce type d'entraînement-là ? Là, on n'est pas dans les erreurs, on a un peu bifurqué, c'est justement ce qui pourrait être positif. L'erreur, c'est de ne rien faire. Le côté positif, c'est de faire autre chose et du renforcement musculaire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler du CrossFit, de l'Irox ou de la musculation. Est-ce que tu préconises d'en faire tout au long de l'année ou alors d'en faire de novembre à février et puis après la saison se lance ? C'est que quand il va falloir rentrer dans des choses plus spécifiques, il faut accepter d'arrêter parce qu'on va consacrer le temps à notre et il y a rien qui remplacera les heures de sel. En fait. Voilà. Ça va pas compenser en fait, c'est différent. Intéressant. Et j'avais une autre erreur aussi. Allez, vas-y. C'est dans la planification de la saison d'après.
Oui, c'est la période dans laquelle on est d'ailleurs. Tu vois, il y a les profils euphoriques. Tu vois. Ils sortent d'une belle saison et là, ils planifient leur saison. Ils t'envoient ça et tu te dis, mais en fait, c'est pas possible. Je vais faire 4 ultras en un mois, tu vois, par exemple. Ou je vais faire 4. Je vais faire la marmotte, l'étape du Tour. Je vais faire top 10 à l'étape du Tour. Ouais, ou des trucs comme ça, voilà. Donc, on se calme, tranquille, on se détend et on essaie de construire des choses qui sont cohérentes par rapport et surtout pas devenir bigorexique de compétition, tu vois. Il faut retrouver la compétition est une chose, mais il faut apprendre à pratiquer son activité physique dans une optique de devenir plus fort, plus robuste dans le temps. Et donc la compétition, c'est pas l'essentiel. Et on parle de compétition, je pense qu'une des plus belles erreurs, c'est de se comparer aussi. C'est-à-dire, tu le répètes souvent, hein, c'est qu'on est tous différents, chacun a son profil, mais on constate d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la facilité de consulter l'entraînement, notamment avec des plateformes, l'entraînement d'un potentiel concurrent, d'un ami, et de se dire mais moi je veux faire mieux, je veux aller plus vite dans cette bosse, je veux prendre son PR, je veux battre mon com. Et ça, c'est une belle erreur. C'est une belle erreur. De temps en temps, ça stimule. Ça stimule, surtout en fin d'entraînement. Ouais. Si tu fais un gros bloc de zone 2 pendant 4 heures et qu'à la fin tu te dis je vais aller à la côte, là je vais remonter à bloc, c'est pas grave en fait. Tu vois, tu t'es défoulé. Par contre, tu le fais au début de l'entraînement et que tu veux faire de la zone 2, il faut comprendre que ce que tu as fait au début va te mettre dans un état physiologique qui nécessitera un certain temps avant de rentrer dans l'état physiologique optimal pour créer les adaptations que tu cherchais. Donc en fait, tu auras une partie d'entraînement qui aura servi à rien. Intéressant. En tout cas, je vous laisse nous partager vous les erreurs que vous avez pu faire, mais qui ont été bénéfiques, hein, parce que je le rappelle, la meilleure manière de progresser, c'est de faire des erreurs pour pas les répéter justement et de bien avoir compris comment ça marchait. Mais en tout cas, voilà, l'hiver, la période hivernale n'est pas un frein, bien au contraire. C'est une formidable opportunité pour travailler sa technique de pédalage, pour travailler sa condition physique au général et pour aussi partager avec des amis dans un autre sport, mais aussi dans son cercle et de se rapprocher de ceux qu'on n'a pas forcément le temps de voir dans la pleine saison. Un grand merci Loïc pour ton temps. Merci. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle. Merci. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tous en selle. Merci d'avoir pris le temps de rouler avec nous, d'écouter ces histoires, d'écouter ces conseils, mais aussi ces expériences qui, je l'espère, t'auront donné envie d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut et de simplement savourer ta prochaine sortie à vélo, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les vibrations de ta machine. Si ce podcast t'inspire, te motive, te fait sourire ou te donne simplement envie pour une nouvelle sortie à vélo, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à un ami simplement avec WhatsApp, tu verras, c'est très simple, à en parler autour de toi et à laisser le fameux 5 étoiles sur les différents sites. C'est ce qui fait grandir l'aventure, c'est ce qui fait grandir le podcast et c'est ce qui nous permet de continuer à avoir d'autres invités. Tous en selle, c'est une communauté, une énergie, une envie commune, se dépasser, s'amuser, apprendre et vivre pleinement cette passion qui nous rassemble, le vélo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle avec de nouvelles voix, de nouveaux conseils et de nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, toutes et tous en selle.